Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Fargier. Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On enregistre à Lyon, et ici à Lyon, tout le monde te connaît. Qui n'est pas allé boire une bière ou manger un burger dans l'un des nombreux Ninkasi ? Au-delà du lieu de vie, du lieu de passage, du lieu de fête, tu as surtout créé une entreprise humaine qui prend soin de ses salariés, une entreprise innovante qui prend soin de ses clients, une entreprise durable qui prend aussi soin de son écosystème et de ses partenaires. J'ai vraiment hâte qu'on décrypte ensemble ton histoire, comment l'idée t'est venue, comment tu as structuré ton entreprise et aussi comprendre comment tu t'es adapté dans cette période de Covid. Mais avant tout ça, Christophe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors bonjour et merci de m'avoir invité. J'ai créé le Ninkasi en 1997, après avoir fait une école de commerce et puis un DESS à Lyon 3. Je suis un Stéphanois qui est venu s'installer à Lyon parce que ça, c'était une évidence que pour porter un projet ambitieux, il fallait venir le réaliser à Lyon. Mais la ville de Saint-Étienne m'a profondément construit. C'est une ville populaire. Moi, j'ai un slogan que j'aime beaucoup, au Ninkasi, pas de chichi, et je pense que c'est vraiment ce que cette ville m'a donné. Voilà, son passé industriel minier fait que les relations sont simples et il y a beaucoup de solidarité dans cette ville. Voilà, donc c'est des valeurs qui ont été un petit peu fondatrices dans la démarche, le projet entrepreneurial qu'est le Ninkasi. Je suis l'aîné d'une famille nombreuse. J'ai 3 frères, 3 sœurs. C'est une très très belle famille qui aussi, je pense que l'amour que j'ai à être en interaction, la richesse que peut apporter les rencontres et la diversité, parce que quand on regarde chacun de mes frères et sœurs, on est extrêmement différents les uns des autres et c'est une vraie richesse. Donc c'est des choses qui ont participé de manière significative à ma construction. Après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné beaucoup d'autonomie, qui m'ont permis de m'épanouir, qui ont eu confiance en moi. C'est aussi le fait d'avoir plein de frères et sœurs, parce que je me souviens de mes parents me dire, mais si tu veux faire des choses, il va falloir que tu te prennes un peu en main, parce que voilà, il y avait toute la marmaille. La dernière, Julie, elle a 16 ans de moins que moi, donc voilà, à 16 ans, il y avait encore un petit bout de chou qui arrivait dans la famille, mais ça a été quelque chose de propice à me rendre autonome, débrouillard, à être dans la prise d'initiative. Voilà, et puis j'ai une belle famille qui m'a aussi soutenu dans cette aventure. En fait, je me suis vraiment senti responsable, redevable, parce qu'au moment où on a créé le Ninkasi, mes parents se sont portés caution d'une partie des financements. Donc je me suis dit, oula, si je me casse la figure, je vais jouer le patrimoine. Donc, comme j'ai été le premier, je suis passé, j'ai sollicité les parents et je me disais, mais si mes frères et sœurs arrivent derrière moi et que je capote, ils auront rien. Du moins, mes parents pourront peut-être pas les aider dans leur projet. Donc voilà, une grosse responsabilité. Mais bon, je suis content que l'histoire se soit bien passée, que l'entreprise se soit développée. Voilà, donc c'est
dans ce qui me vient spontanément à l'esprit, voilà ce qui est un peu mon parcours, mon cheminement. Et comment l'idée te vient? Parce que tu dis, fallait venir à Lyon pour porter un projet ambitieux. Tu le montes quasiment après tes études. Comment est-ce qu'à 20 ans, je sais pas quel âge tu avais, mais tu te dis, je vais créer une entreprise ambitieuse à Lyon. Alors, en fait, les choses sont passées de la manière suivante. J'étais à la fin de mes études, donc un DESS à Lyon 3 qui s'appelait Management des petites et moyennes organisations. Et je devais reprendre une entreprise en Ardèche de plâtrerie, peinture, grosses œuvres. Entreprise qui était dirigée par deux oncles du côté de maman. En fait, j'avais très envie de partir là-bas parce qu'il y a un de mes oncles, Bernard Tognetti, était une personne pour moi extraordinaire. C'était quelqu'un, moi j'appelle ça l'intelligence du cœur. J'aimais être avec lui, j'aimais le voir travailler. Je trouvais que quand il était là, quand il interagissait avec les gens, il avait une gentillesse, un profond intérêt pour les gens. Il s'intéressait vraiment aux gens. Je voyais les gens qui étaient heureux de le croiser, de le rencontrer. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre ça. J'aimerais vraiment être comme lui. Donc ça m'a intéressé de partir en Ardèche, reprendre cette entreprise. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que mon cousin, qui travaillait comme conducteur de travaux, lui n'était pas du tout content de cette perspective de me voir arriver. Et je me suis dit, oula, ça risque d'être un gros problème si demain ça frictionne avec mon cousin. Donc finalement, j'ai renoncé. Et ça m'a rendu un petit peu triste parce que j'avais vraiment envie de me nourrir, d'apprendre de mon oncle. Et à ce moment-là, j'avais mon ami Kurt Hoffman qui était en France, qui faisait des études en France, avec qui j'ai dit, écoute, je renonce à mon projet, il faut que tu me trouves du travail aux États-Unis. Moi, je vais partir quelques années pour m'enrichir, vivre une expérience, et puis je reviendrai avec un projet entrepreneurial en France. Et lui me dit, mais tu sais Christophe, il y a un truc qui cartonne actuellement aux États-Unis, et notamment dans ma ville de Portland, dans l'Oregon, c'est les microbrasseries. Il me dit, Portland, tu vois, c'est un peu plus gros que Lyon, il y a 3 millions d'habitants et il y a plus d'une centaine de brasseries dans la ville. Quand tu te promènes dans les rues, ça sent le malt et le houblon. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en France sur ce créneau. Donc il m'a trouvé du travail à Bridgeport, qui est une microbrasserie de Portland. Bon, je suis rentré comme serveur parce que je savais pas faire de la bière, donc ils m'ont pas pris comme brasseur. Mais je suis rentré par la petite porte. On a investi dans un petit système de brassage qu'on a installé dans le garage de sa maison. On s'est mis à fabriquer des bières. Moi, j'ai acheté des livres. J'ai vraiment appris par moi-même. Il était dans un club de rugby, donc on avait un débouché sur toute notre production et des retours très fréquents sur la qualité de ce qu'on produisait. Et puis, je suis parti à Chicago pendant 4 mois faire une formation au Siebel Institute of Technology. Et quand je suis revenu, là, j'ai pu rentrer dans la brasserie de Bridgeport et apprendre sur une installation, sur une grosse installation. Donc, je suis passé du garage à la grosse brasserie et on a mûri notre projet pendant 1 année. Kurt, lui, il a appris la fabrication du pain parce qu'il y a vraiment un lien très étroit entre le pain et la bière. Et on est revenu avec plein d'idées. On avait visité beaucoup de lieux et on est revenu en France. Et ce qui a donné de l'ambition au projet, c'est pas nécessairement le fait qu'on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de gros. On a cherché des emplacements sur la ville de Lyon. On aurait pu trouver un petit local de 400 mètres carrés dans le centre et faire un petit brewpub. Mais en fait, on a trouvé un gros bâtiment à Gerland, qui était une ancienne entreprise de transport, les transports Beaunieu. Un local de 1500 mètres carrés. On a eu le coup de foudre et on a finalement réussi à convaincre le propriétaire et la mairie de l'intérêt de notre projet. Et c'est ça qui a donné l'ambition, parce qu'on a eu un lieu de production qui était finalement de grosse taille. Hein. On avait un système de brassage de 20 hectolitres. Et dans le prolongement de ce lieu de fabrication, on a créé un lieu de consommation. Alors on n'avait pas d'expérience dans le secteur de la restauration.
on s'est dit, on va faire des choses simples, des choses qu'on maîtrise, et puis on va faire le lieu qu'on aurait aimé avoir pendant nos années d'étudiants. Donc on y a mis de la musique, on a fait des burgers, parce que bon, il y a Kurt qui était américain, qui avait appris à faire le pain, donc on faisait nos propres buns. On a fait des grandes salades. L'idée, c'était d'être dans une restauration généreuse. C'était aussi donner la possibilité de composer soi-même son burger. Du moins, à l'époque, on était vraiment les premiers à faire le burger gourmet avec la possibilité de le composer soi-même. Voilà, la mayonnaise n'a pas pris tout de suite. Ça n'a pas été une réussite immédiate. On a eu une première année très difficile parce qu'on avait cette dimension industrielle du lieu. Donc beaucoup de gens nous disaient ouais, c'est froid. Le Ninkasi, c'est un lieu froid. Mais il y avait cette volonté de ne pas tricher, c'est-à-dire de dire ce lieu, il va se charger de son histoire. Donc effectivement, il n'est pas patiné à son ouverture, mais on triche pas, hein, on fait pas la vieille brasserie en cuivre avec des photos en noir et blanc. Notre slogan au démarrage, c'était brasseur depuis 1997, hein, c'est-à-dire qu'on assume notre jeune âge et finalement on est là pour quelque part réinventer le métier de brasseur. Et ça a eu une vertu, hein, le fait que ce lieu soit un peu brut, c'est que ça a permis finalement à beaucoup de structures avec qui on s'est mis à travailler, du monde de l'événement, du spectacle vivant, de se l'approprier. Hein, et c'est un peu ce qui fait aussi la marque de fabrique du Ninkasi. On a une programmation qui est extrêmement éclectique. On peut passer d'une soirée salsa à une soirée électro, en passant par du jazz, de la chanson française. Voilà. Parce que le lieu, il a cette capacité en fait à se transformer, parce qu'il a cette dimension un petit peu industrielle. Donc finalement, ça a été un des ingrédients du succès. On a très rapidement été dans une logique d'écosystème. Hein. Le constat qu'on avait fait, c'est que les bars avaient des offres qui étaient assez uniformes. On caricaturait même en disant il y a les verts et les rouges, hein, les verts Heineken, les rouges Kronenbourg, et qu'on retrouve à peu près la même chose. Donc nous, on était allés voir les petits artisans de notre territoire pour dire on va proposer les jus de fruits Bissardon, les cafés Los Primos, les sirops Crozet. Donc là aussi, on a été un peu précurseurs. On a un peu ouvert la voie parce qu'à l'époque, c'était pas des choses qui se faisaient de manière fréquente, mais en fait, c'était très intuitif tout ça. On avait envie de construire quelque chose qui avait du sens. Je me souviens de nos discussions avec Kurt, hein, qui était de dire il faut qu'on ait un projet qui nous permette de nous lever chaque matin avec la banane en disant cool, on va travailler au Ninkasi. Donc le sens, les belles rencontres, le fait d'embarquer avec nous les collaborateurs, les équipes et cet écosystème, ça a été très très naturel. Et c'est vrai que avec le recul, aujourd'hui, moi je constate qu'on a démarré notre projet sur des bases qui sont extrêmement saines et solides, ce qui aussi peut expliquer que le projet ait pu continuer à se développer. Et je veux bien qu'on revienne justement sur ces bases solides et sur l'association parce qu'on en a un peu parlé dans les épisodes précédents de Tipping Point. Comment est-ce que vous avez posé les choses, le sens commun, ce qui vous ralliait, comment vous avez cadré aussi peut-être cette association pour que ça fonctionne bien, parce qu'à partir du moment où on est 2, 3, 4, il y a un cadre à poser pour que la confiance elle soit là, elle s'enrichisse et elle perdure dans le temps. Comment vous y êtes pris? Est-ce que tu as des conseils sur cette thématique-là en particulier à donner? En fait, le point sur lequel on a travaillé dès le départ, c'était les valeurs. En fait, on a discuté des valeurs qui nous tenaient à cœur et qu'on voulait voir vraiment vivre dans le projet qui était le projet Ninkasi. En fait, on était d'accord pour dire qu'on avait vraiment une vision humaniste, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment mettre les hommes et les femmes qui allaient vivre l'aventure au cœur du projet. C'est vraiment la notion d'aventure humaine, avec 3 valeurs qui étaient alors aujourd'hui on va dire c'est des choses qu'on entend souvent, mais l'authenticité, c'est-à-dire
être vrai, être sincère, être simple, s'enraciner dans notre territoire, défendre la diversité. Alors, ça paraît évident sur la musique, mais c'était pas que la musique, hein, des diversités en proposant des offres alternatives à ce qu'on pouvait trouver. Mais c'était aussi la diversité des personnes qu'on recrute, diversité des publics qu'on accueille. Alors c'est vrai qu'avec la musique, c'est facile. Quand vous avez une programmation éclectique, vous avez une diversité de publics. Et créer les conditions de la rencontre. On en a encore parlé récemment, suite à cette crise Covid. Finalement, c'est quoi l'expérience Ninkasi? C'est venir vivre un moment d'expérience festive, joyeuse, où on va être dans l'interaction avec ses amis, mais finalement aujourd'hui on se dit il faut qu'on soit capable d'aller plus loin. Est-ce que le Ninkasi pourrait pas être un lieu où je fais des belles rencontres? Comment je peux créer les conditions pour que j'engage la discussion avec mon voisin? Comment je peux créer les conditions pour qu'à un moment, l'ensemble des gens présents dans un établissement aient le sentiment de partager à un instant donné un moment commun? Et aujourd'hui, on a déjà plein de choses qu'on a fait. Par exemple, notre fameux karaoké choral, qui est de dire plutôt que d'avoir une personne qui monte sur scène, qui quand il est très bon a les applaudissements, et puis quand il est pas très bon, il fait sourire tout le monde. On crée pas une expérience collective vertueuse. Par contre, si on fait chanter tout le monde en donnant des faux micros et des vrais micros, en les dispatchant dans le Ninkasi, on a une vraie expérience collective qui crée du lien, qui crée de l'émotion partagée, et ça doit être ça le Ninkasi. Donc c'est vraiment des choses simples qui nous ont guidés dans les décisions, le développement. Après, il y a un point sur lequel on n'a pas été vigilant au démarrage et qui a été générateur de crise. C'est un peu ce que j'appelle aujourd'hui les règles de vie de la maison Ninkasi. On les a pas suffisamment définies. Le savoir-être, les quelques règles simples, on se respecte, on s'écoute, on accepte la différence, on a conscience que nos relations sont conflictuelles parce qu'on est des êtres très différents, donc on accepte le conflit. Le conflit, c'est pas quelque chose qu'on doit fuir, il faut être courageux. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas définies au démarrage. En fait, on a vécu une très belle aventure où les difficultés de la première année nous ont soudés, ça a créé de la cohésion et ça a permis de surmonter énormément de difficultés. Mais dans les années qui ont suivi, les choses se sont délitées. Moi, à un moment, j'ai vraiment eu un moment de désarroi. C'est-à-dire que j'aime les gens, j'ai envie qu'ils soient heureux, épanouis, et je voyais que c'était en train de s'abîmer. Et je me sentais impuissant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a été un peu plus nombreux, les règles simples, spontanées de relations n'ont plus fonctionné. Moi, j'ai dit à Kurt, écoute Kurt, il faut qu'on se structure un peu, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on définisse des règles. Et Kurt y était pas du tout favorable. Il me disait non, la force du Ninkasi, c'est cette créativité, c'est un peu lié au fait qu'on est très instinctif. Voilà, donc il y a eu un désaccord qui fait qu'on n'a pas été actif sur ce sujet-là, et ça nous a conduit à une crise violente. C'est qu'un jour, Kurt, il m'a annoncé qu'il avait pris un billet d'avion pour partir aux États-Unis parce qu'il en avait ras-le-bol. Et il m'a donné la carte de son avocat en me disant tu vois, tu vas discuter avec mon avocat pour le sujet de mes parts. Et pour moi, c'était l'illustration du fait qu'on n'avait pas été dans un vrai dialogue entre nous, qu'on n'avait jamais su traiter nos différends. Et ça a conduit à cette rupture qui a été très difficile, parce que moi je me suis retrouvé avec l'ensemble du Ninkasi sur les épaules, et puis avec un Kurt qui en partant a dit de toute façon Christophe il va vous emmerder parce que vous allez voir, il va structurer, organiser l'entreprise, et vous allez voir, ça va être chiant par rapport à tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et donc il m'avait vraiment savonné la planche. Ça, tu l'avais senti venir ou pas du tout? Non, en fait alors je parle au passé parce qu'on a une relation qui s'est arrêtée. On considérait que l'amitié, ça permettrait de tout surmonter.
Voilà, donc une très grande naïveté, une très très grande naïveté. Et je voyais bien que Kurt était pas bien, et même moi je n'étais pas bien, parce qu'on est sorti de cette première phase avec la Love Money où plein de gens nous ont aidés à financer le projet, à une phase où on a commencé à vouloir reprendre les parts. Et finalement, on avait fait beaucoup de sacrifices dans les premières années. À partir du moment où on commençait à mieux gagner notre vie, on se met à emprunter pour racheter les parts. Finalement, les gens nous disent mais c'est bien, mais votre belle entreprise, elle est en train de se développer, donc les parts, elles valent quoi, un petit peu cher. Donc on a l'impression de racheter notre travail, de racheter nos sacrifices, parce que si l'entreprise s'est développée, c'est aussi parce qu'on a fait d'énormes efforts. Donc une grosse frustration qu'on a tous les deux. Moi, j'ai la chance d'avoir ma famille, j'ai la chance d'avoir mes amis. Je suis enraciné ici, c'est ma région. Kurt, il a pas ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ces frustrations, il les vit beaucoup moins bien que moi, et qu'à un moment, très naturellement, il claque la porte et il veut retourner auprès des siens. Et donc, moi, je m'en veux beaucoup de ne pas avoir su vraiment parler franchement, avoir une vraie qualité de dialogue, d'écoute et de traiter nos conflits. Voilà, ça a été une très grosse leçon. Très très grosse leçon. T'as quel âge à l'époque où cet événement se passe ? Donc moi j'ai démarré le Ninkasi 26 ans et Kurt est parti je vais dire 32 ans. Voilà, et donc ça a vraiment été quelque chose de fondateur ensuite, puisque j'ai continué à solliciter des gens que je connaissais de mon entourage pour rejoindre l'aventure Ninkasi. Et évidemment, les gens m'ont dit ensuite, t'as vu comment ça s'est passé avec Kurt ? Moi, si je viens bosser avec toi, ça me fait peur qu'à un moment on se fâche. Et donc, j'ai réussi à convaincre des amis de rejoindre l'aventure en leur disant, on va vraiment se parler. Et les problèmes, on les traitera, les conflits, on les traitera. Et donc, ça m'a fait venir sur ce sujet de la qualité de dialogue, qui est de dire, ça doit vraiment devenir une des règles de la maison Ninkasi, qualité d'écoute. C'est vraiment écouter. Ça, c'est un sujet dont je parle beaucoup avec les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui. Faut apprendre à écouter. Et moi, je trouve que la meilleure façon d'écouter, c'est de prendre des notes, d'écrire ce que la personne dit, parce que quand on écrit ce que la personne dit, on est vraiment dans une écoute active. Moi, j'écris exactement ce que la personne me dit. Je fais pas d'interprétation, j'écris les mots. Et souvent, je fais reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est vraiment une marque de respect de la personne, parce que je mets mon attention et ma concentration sur ce qu'elle exprime. Et puis, ensuite, je vais réagir à ce que j'ai entendu. Donc après, il faut que l'écoute se fasse de manière réciproque. Et puis, ensuite, on va rentrer dans une phase de négociation et ça se finalise par de la contractualisation. Mais moi, j'aime bien dans cette idée de contractualisation, ce que faisaient un peu nos anciens, c'est à la fin, c'est top là. On prend un engagement et on respecte notre engagement, on respecte les personnes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une des règles essentielles de l'entreprise. Je veux une qualité de dialogue dans l'entreprise. Et quand les équipes me disent mais comment tu fais pour savoir s'il y a une qualité de dialogue sur un point de vente, je dis c'est simple. Je viens vous voir en réunion et je regarde comment se passe la réunion. J'ai pas besoin de plus que ça, parce que la qualité de dialogue, c'est une réunion où tout le monde s'exprime, où les désaccords s'expriment, c'est-à-dire ça frictionne. Je vois que les gens sont pas d'accord et je la perçois, cette négociation, et je vois que les engagements sont respectés. Je vois que vous vous respectez, que vous vous écoutez. Et c'est pas quelque chose de naturel, tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est quelque chose qu'il faut construire. Il faut évidemment créer les conditions de la confiance, parce que c'est pas facile dans une équipe à un moment de poser un problème sur la table. Il faut avoir de la confiance pour le faire. Il faut créer la coopération. Il faut que les gens ils se disent si je mets un problème sur la table, faut que ça soit utile. Donc s'il l'a fait une première fois et qu'il s'est dit c'était super, il y a eu un problème, on a discuté, on a trouvé une solution et ça a amélioré les choses, il aura envie de le refaire. Par contre, si il a un retour de bâton et qu'on a
manager qui est un peu dans la posture du petit chef, qui va recadrer, la fois suivante, il dira rien parce que il verra absolument pas l'intérêt de s'exposer. Donc aujourd'hui, on veille véritablement. Alors c'est de la formation, bien évidemment, il faut être exemplaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte de moi. Quelle est la qualité d'écoute de Christophe Fargier ? Est-ce qu'on peut dire à Christophe Fargier qu'on n'est pas d'accord, que ce qu'il fait, ça nous dérange ? Voilà. Donc ce soin, moi, toute personne qui arrive dans l'entreprise, je les accueille personnellement. Je passe une demi-journée avec eux pour leur expliquer l'histoire, les valeurs, les règles de la maison. Et je leur dis, quel que soit votre statut, quelle que soit votre ancienneté, vous avez une légitimité à exprimer vos désaccords. Et j'y tiens. Je veux dire, c'est une marque de courage. Et le courage, pour nous, c'est quelque chose qui est d'une très grande valeur. Donc ne le craignez pas. Avec cette règle qui est de dire, si un jour vous avez un problème, si un jour vous venez frapper à ma porte en me disant Christophe, on a besoin de te parler de quelque chose, une règle qui est très importante, c'est que il faut que vous en ayez déjà parlé aux personnes concernées. Parce que ça, c'est la loyauté, c'est très important. Et de leur dire, si vous venez me parler d'un problème, je serai pas un juge qui essaiera de savoir qui a raison, je serai un médiateur. C'est-à-dire que, en fait, vous venez me chercher pour vous aider à trouver un terrain d'entente. Et très souvent, je leur dis, c'est important de s'arrêter sur le problème, mais la symbolique qui est de dire, finalement, si vous voulez trouver la solution, il faut tourner la page. Parce que très souvent, la solution n'est pas dans le problème. Si on reste sur la solution, sur le fautif, on alimente le conflit. Si on se positionne sur la recherche de solutions, on crée les conditions de la coopération, parce que finalement, le sujet, c'est comment on fait pour que ce problème il se reproduise pas. Et si à ce moment-là, tout le monde est constructif, on recrée de la coopération. Et finalement, ça ne sert à rien de savoir qui a raison, qui a tort. Donc, c'est des choses qu'on explique. Et puis, quand il y a des mauvais gestes, c'est-à-dire que quand on manque de courage, quand on est déloyal, il faut intervenir et dire attention. Là, la manière dont se sont passées les choses, c'est pas normal. Voilà, c'est du sport, mais c'est un sport extrêmement sain qui fait progresser tout le monde. Quand on s'est rencontrés la première fois, Christophe, tu m'as dit moi quelque chose qui m'a vraiment marqué. Tu m'as dit, pour créer les conditions de la confiance et du travail collaboratif, il faut mettre beaucoup de lumière dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu veux dire par là ? Si on veut créer les conditions du dialogue, il faut que les gens y comprennent. Il faut qu'ils comprennent pourquoi les décisions se prennent, comment l'entreprise fonctionne. Donc oui, moi j'ai vraiment cette culture de la transparence. Il faut investir dans la formation pour que les gens soient aussi capables de comprendre l'information qu'on leur donne. Donner un compte de résultat à un cuisinier d'un point de vente, ça peut être très contre-productif si on lui a pas appris à comprendre un compte de résultat. Mais aujourd'hui, le cuisinier qui travaille dans un établissement, il participe au résultat. Il y a un moment pour qu'il comprenne que son travail a des impacts sur la marge, le respect des fiches techniques, le fait de passer correctement les commandes pour limiter les pertes, le fait de bien veiller à la rotation des stocks et aux problématiques des dates de péremption des produits. Donc, à un moment, il faut qu'il fasse le lien entre les gestes qu'il fait au quotidien et le résultat qui se construit. Donc on les forme. Moi je crois beaucoup au fait que il faut sortir de ces logiques tayloriennes où finalement on a morcelé le travail en tâches, qui fait que les personnes ne voient plus la finalité de ce qu'ils font. Il faut sortir de ces concepts où on dissocie ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Il y aurait soi-disant des gens plus intelligents pour savoir ce que les autres doivent faire. C'est juste une aberration. La performance, elle se fait là où se fait le geste. Si je veux avoir un établissement qui a un bon niveau de marge, c'est pas en ayant un contrôleur de gestion qui travaille au siège que je vais y arriver. C'est parce que je me serais bien occupé de ceux qui font la marge au quotidien, c'est-à-dire tous ces petits gestes, et qu'ils auront compris. Et quand ils sont compris, quand ils sont appropriés les sujets et qu'on cherche à trouver des
des solutions à des problématiques, je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement inventifs parce qu'ils voient toutes les possibilités d'amélioration, de progrès. Le contrôleur de gestion qui est au siège et qui est très éloigné du terrain, il y a énormément de choses qui lui échappent. Alors, il est important. Il faut aussi des gens qui ont une expertise. Mais pour moi, c'est là où se fait la performance que se prend la décision. L'expert qui travaille au siège, il est là pour accompagner les équipes opérationnelles, pour conseiller. Il n'est jamais décisionnaire. Voilà. Et il est là aussi pour former, pour que les collaborateurs comprennent, renforcent leurs compétences. Alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que finalement, quelqu'un qui rentre au Ninkasi et qui apprend tout ce qu'il faut pour faire tourner un établissement, à la fin de son parcours, mais c'est quelqu'un qui a un niveau de polyvalence, c'est un contrôleur de gestion, c'est un communicant, c'est un manager, c'est quelqu'un qui a des maîtrises sur le droit social, c'est un animateur, c'est un expert de la bière. Voilà. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, puisqu'on a des gens qui sont rentrés sans diplôme, sans rien, et qui sont aujourd'hui responsables de nos établissements, c'est vraiment d'aller vers une validation des acquis et une reconnaissance de tous ces savoir-faire qu'ils ont développés, qui les arment pour leur vie professionnelle et découvrir certainement de nouveaux métiers, de nouvelles aventures. Dans cette grande transparence, là où tu dis mettre de la lumière, moi j'aime beaucoup cette expression mettre de la lumière. Est-ce que tu as observé des effets de bord, des effets secondaires ? En fait, souvent, quand on recrute des gens qui ont un fort niveau d'études, ils ont tendance à dire écoute, moi j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire, donc viens pas m'emmerder sur la manière dont je m'y prends et évalue-moi sur les résultats. Et moi, c'est juste pas possible de fonctionner comme ça. Moi, quand je recrute quelqu'un de très compétent, je suis pas un spectateur. Je suis pas là pour l'attendre sur la ligne d'arrivée. Je suis là pour le faire réussir. Donc, je suis là à ses côtés tous les jours. Et si je veux l'aider, il faut que je comprenne ce qu'il fait, ce dont il a besoin. Donc, il faut qu'il m'apporte de la transparence. Voilà. Donc, il faut accepter de venir sur ce terrain-là pour être dans l'interaction constructive et puis aussi pour être dans le travail collectif. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et pour moi, quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui a une forte capacité à rendre compte sur ce qu'il fait, sur ce qu'il va faire, qui est capable de dire, ben voilà, moi, tu vois, sur ce sujet-là, je prévois de m'y prendre de telle et telle manière, et qui a une forte capacité à assumer. Pour moi, c'est vraiment la définition de quelqu'un de responsable. Il met de la lumière sur ce qu'il fait et il assume les décisions qu'il prend. Donc oui, c'est compliqué parce que quand on regarde notre droit du travail, la perception qu'on a de la relation dans l'entreprise, ça nous amène sur des pratiques qui sont des moments un peu questionnés. Du moins, moi j'ai des gens qui sont arrivés dans l'entreprise qui m'ont dit, mais non, moi c'est pas possible de travailler comme ça. Ça me convient pas de mettre de la lumière. Et souvent, c'est des gens qui ont effectivement un très fort niveau d'expertise et qui ont des difficultés à travailler de manière collective. Comment tu les gères quand ça se passe pas bien ? Eh ben, très souvent, ils restent pas au Ninkasi. En fait, c'est assez naturel. Et puis, j'ai pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. C'est juste qu'on a une culture, une façon de fonctionner qui leur convient pas. Et qu'il y a certainement des entreprises où il est possible de fonctionner sur un mode où finalement on est évalué sur ses résultats et où la façon de procéder n'est pas un sujet. Mais au Ninkasi, c'est un sujet. Et moi, je mets énormément de lumière sur ce que je fais et j'ai besoin aussi d'avoir mon équipe qui me challenge et qui est capable de me dire mais est-ce que tu es en train de mettre du gaz sur les bons sujets ? Est-ce que c'est vraiment là que tu es le plus utile ? Est-ce que c'est là que tu vas le plus nous aider à réussir dans ce qu'on fait ? Tu te fais aussi recadrer parfois par tes équipes. Mais l'exigence que je peux avoir vis-à-vis de mes collaborateurs, il faut qu'elle soit réciproque. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Et j'en ai besoin. Moi, j'ai pas une personne qui s'occupe de moi, me donne des moyens. C'est la vision que j'en ai, c'est la pyramide inversée en fait. C'est que moi, je suis au service de mon équipe. Je suis là pour les mettre en situation de réussite, pour leur apporter des moyens, des ressources. J'ai besoin, feedback is a gift, qu'ils me fassent énormément de
de retour. C'est crucial. Et en fait, j'ai besoin. Souvent, le risque quand on est dirigeant, c'est d'avoir une cour et d'avoir des gens autour de soi qui sont complaisants et qui sont là pour vous dire Christophe, qu'est-ce que t'es fort, t'es visionnaire, qu'est-ce que t'as eu raison, ah là le whisky, mais la bière en 1997. Et moi je suis très méfiant quand on vient sur ce terrain-là. Moi je lutte pour que mon ego reste le plus petit possible. Je veux pas qu'on me mette sur un piédestal. Je leur dis souvent, si vous faites ça, je vais devenir une cible. Donc, me mettez pas sur un piédestal. Et j'ai conscience de mes qualités, mais j'ai aussi conscience de toutes mes faiblesses, de mes failles, de mes défauts. Moi, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai des qualités, bien évidemment, mais j'ai aussi beaucoup de défauts. Et finalement, ce qui est très important dans un collectif, c'est de trouver sa place. Et moi, je me vois comme un chef d'orchestre, mais sur un certain nombre de sujets, je suis pas du tout quelqu'un de performant. Et j'ai besoin, dans mon équipe, d'avoir des gens qui font mieux que moi et qui sont capables de s'occuper d'un certain nombre de sujets pour qu'on réussisse collectivement. Et est-ce qu'on peut revenir on fait un tout petit bond en arrière. Kurt qui s'en va, qui te laisse. Est-ce que ce que tu nous as dit, il avait dit à tout le monde que j'allais structurer, que ça allait mal se passer, que j'étais un grand méchant. Comment ça se passe? Est-ce que tu structures? Est-ce que tu remets de l'ordre? Comment est-ce que tu passes cette crise peut-être culturelle aussi, humaine, avec les personnes qui travaillent avec toi et toi avec toi? Eh ben, ça a été très difficile. Hein. C'est en fait un combat qu'il faut mener parce que Kurt, il continue d'être un peu actif grâce à Internet. Hein. Il est en connexion avec plein de gens qui travaillent au Ninkasi et tous les jours il y a des échanges de mails. Donc quand je prends la décision de structurer l'entreprise, d'organiser l'entreprise, je sais que je vais avoir à faire d'énormes résistances. Et comme les rencontres ne sont pas le fruit du hasard, j'ai vraiment à ce moment-là la chance de faire une belle rencontre avec Henri Saval de l'ISEOR, qui me fait découvrir le management socio-économique. Alors moi, ça me va parfaitement parce que c'est fondé sur une valeur humaniste, hein, qu'on considère que l'homme est bon et qui, si on s'occupe bien de ses collaborateurs, ils s'occuperont bien des produits qu'on fabrique ou des clients qu'on accueille, avec un principe qui est juste une évidence. Il peut pas y avoir de performance économique s'il n'y a pas de performance sociale et vice-versa. Voilà, je trouve une méthode de management en phase avec les valeurs de l'entreprise et à ce moment-là, je fais appel à leur service pour m'aider à structurer et aussi à former, hein, ce qui est une dimension structurelle qui est très importante. Hein. On met en place des dispositifs de réunion, on organise l'entreprise, on formalise un certain nombre de choses, mais dans le même temps, on renforce les règles de la maison Ninkasi. Finalement, à cette première brique qui était la qualité du dialogue, on en met une deuxième qui est la qualité du management. C'est quoi s'occuper d'un collaborateur? Il faut le définir. Alors bien évidemment grâce à Henri Saval parce que on en discute beaucoup et il y a beaucoup d'idées, de concepts sur lesquels il a travaillé que je m'approprie. Qui est de dire un manager, c'est pas un chef qui est dans le registre de l'autoritarisme, du commandement, de la sanction. Un manager, c'est une personne ressource vers qui je vais me tourner naturellement pour grandir, pour trouver du sens, pour résoudre mes problèmes, pour résoudre les conflits auxquels je vais être nécessairement confronté. Donc c'est pas merde, mon manager, il va me casser les pieds, c'est chouette, mon manager, il va me tirer vers le haut, je suis content de le voir, je vais naturellement vers lui. Donc il faut, surtout dans le secteur de la restauration, qui est sur une culture très militaire, hein, oui chef, en fait il faut changer en profondeur les pratiques. Et j'ai des gens qui me disent mais Christophe, qu'est-ce que tu viens nous emmerder, moi j'ai toujours été un petit chef, ça fonctionne, pourquoi tu veux que je m'y prenne différemment? Donc voilà un choc culturel, mais moi c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai jamais renoncé
Et voilà, ça a été un travail de longue haleine pour petit à petit développer cette culture. Aujourd'hui, je pense qu'elle est profondément enracinée. Hein. Il y a vraiment une qualité de dialogue et une qualité de management, parce que ça a fait ses preuves. C'est finalement quelque chose qui s'est enraciné parce que les gens se sont rendus compte que ça fonctionnait bien mieux qu'être un petit chef. Que les gens s'épanouissaient, s'impliquaient, qu'à partir du moment où il y a cette qualité de dialogue, ben on crée les conditions de la créativité. La créativité, c'est un peu contre-intuitif. Hein. Si on veut que les collaborateurs soient créatifs, il faut qu'ils soient bien. C'est pas la compétition qui crée la créativité. Au contraire, il faut que l'entreprise, comme peut l'être un foyer familial, ça soit un espace qui protège. Où je me sens en capacité d'apporter ma brique, c'est-à-dire je suis capable de critiquer, de dire que je suis pas d'accord, je suis capable d'apporter des idées, on m'écoute, je suis considéré, je suis respecté, et c'est ça qui libère les énergies créatives. Voilà, donc je pense que ça a été une démarche heuristique. Hein, on a aussi appris en marchant. Et puis, comme ça a fait ses preuves, les bonnes pratiques se sont propagées. Et on est venu rajouter à ça une troisième brique, qui est la qualité des comportements. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, écoute, moi, je vais vraiment être dans la qualité de dialogue avec toi. Je vais vraiment essayer de bien m'occuper de toi pour te faire grandir, pour que tu développes tes talents. Mais il va y avoir aussi une exigence qui va être importante, c'est que on ait tous une qualité de comportement. Alors ça revient à ce que je vous disais, on en a défini 4 racines, mais là aussi ça a été fait avec Henri Saval et le management socio-économique. C'est le courage de dire, le courage d'entendre, c'est-à-dire cette capacité qu'on a aussi à gérer notre susceptibilité, notre ego, l'humilité, c'est-à-dire avoir conscience que on est plus fort ensemble, on va plus loin ensemble. Voilà, il faut un petit peu de moi-je, hein. Il en faut une petite dose, hein, mais il faut une grosse dose de nous. Donc apprendre à gérer ce dosage-là, c'est la loyauté. Donc j'ai le droit d'être en désaccord, j'ai le droit d'exprimer mon désaccord, mais je dois être constructif, je dois être factuel, et je dois m'adresser aux bonnes personnes au bon moment. Donc finalement de dire il va y avoir des décisions qui vont se prendre et parfois tu ne seras pas d'accord et tu as le droit, mais même si t'es pas d'accord, il va falloir que tu mettes en œuvre la décision qui aura été prise. Tu auras le droit de revenir en disant mais vous êtes bien sûr, moi je pense que c'est pas une bonne idée, mais à partir du moment où on aura pris la décision, ta loyauté ce sera de participer à sa mise en œuvre active. Voilà. Et puis la dernière valeur racine, c'est le respect de ses engagements, respect des personnes. Voilà, moi je dis on n'a pas le droit de juger quelqu'un. Alors c'est très difficile hein, parce qu'on a ces réflexes et je les ai encore de vouloir mettre les gens dans des cases. Mais qui sommes-nous pour mettre quelqu'un dans une case? Un être humain, c'est d'une complexité. Moi, je connais pas sa vie, son histoire, la manière dont elle s'est construite. L'image que j'aime bien, c'est de dire une personne, c'est comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est la face immergée, c'est-à-dire la manière dont la personne va interagir dans son environnement. Donc, on a le droit d'intervenir quand elle se comporte mal. Quand moi je vois un cuisinier qui hurle sur quelqu'un au pass et lui parle mal, j'ai le droit de lui dire c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu te calmes et s'il y a quelque chose qui va pas, on en parlera à la fin du service, mais on travaille en se respectant, on se parle pas comme ça. Par contre, j'ai pas le droit de porter un jugement de valeur, c'est-à-dire de dire c'est un con, c'est quelqu'un qui j'ai pas le droit. Parce que tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé le matin. Et puis si tu veux, c'est l'iceberg, c'est-à-dire que je vais vraiment me noyer si je cherche à comprendre pourquoi. Donc moi j'aime beaucoup cette image qui est de dire finalement il y a 2 registres quand on s'occupe d'une personne. Il y a le registre de la compétence où là je dois être dans la chaleur, l'accompagnement, la pédagogie, la patience. Et puis il y a le registre du comportement où j'ai le droit d'être dans le recadrage. C'est-à-dire que il y a celui qui fait le mauvais geste et il y a celui qui a laissé faire.
Donc si quelqu'un parle mal à quelqu'un et que je le vois, soit je suis complice et je dis rien, soit j'interviens parce que je suis courageux et je vais dire non, ça au Ninkasi, c'est pas possible, on l'accepte pas. Et de dire à tout le monde, quel que soit ton statut, tu viens d'arriver, t'es un jeune étudiant, tu vois Christophe qui, alors c'est dur, hein, c'est évident, qui parle mal, t'as le droit. Ça fait partie des règles de la maison de lui dire, écoutez... Tu as le droit ou tu as le devoir ? Même le devoir de dire, non, là, moi, je suis pas d'accord. Ce que j'ai vu, ça me va pas. Parce que ces règles communes, on en est tous garants. Et moi, je suis un être humain. Je suis quelqu'un qui peut être désobéissant et pas respecter les règles. Je peux avoir un moment de fragilité. J'ai des défauts, j'ai des failles. Et ça m'arrive de faire mon petit chef, de dire... Et c'est qui le patron ici? Donc vous arrêtez de m'emmerder. On va faire comme ça. Et d'avoir à ce moment-là une écoute insuffisante, de ne pas respecter la négociation, c'est-à-dire le fait de construire ensemble une solution. Alors mes collaborateurs, ils me connaissent parfaitement parce que, en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire quand vous êtes dans ce management fin, que vous vous occupez finement des gens. Alors une règle pour s'occuper finement des gens, c'est déjà d'avoir une petite équipe. Moi, j'ai 6 collaborateurs dont je m'occupe et la règle, normalement, c'est pas plus de 5 que je vois extrêmement régulièrement. C'est-à-dire que j'ai des entretiens tous les mois qui peuvent durer entre 1 heure et 1 heure et demie où on se parle à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan du mois écoulé, on va parler des difficultés. Je veux dire, tu sais, dans la dernière réunion, je trouve que tu t'es pas suffisamment impliqué. Moi, j'aimerais que tu te positionnes. Il y a des sujets qui sont importants. Moi, j'ai besoin de savoir ce que t'en penses. Voilà, on se parle, on apprend à se connaître. Le directeur industriel de la fabrique, ça fait 20 ans que je le vois tous les mois et que j'écris tout ce qu'il me dit. Et je le connais et j'ai encore énormément de choses à lui apporter. Il a encore énormément de choses à m'apporter. Moi, j'appelle ça l'arc électrique, c'est-à-dire qu'on arrive dans notre relation à se comprendre par le regard. Je sais comment il va réagir à telle ou telle décision et la manière dont il faut que moi j'apporte le sujet. Voilà, et je trouve que ça développe une puissance dans les relations. Cette notion d'arc électrique, c'est cette capacité qu'on a à faire ensemble. Voilà, et c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux. Le temps qu'on investit dans ces relations, dans le fait de se connaître, d'apprendre à travailler ensemble, on le récupère. Alors Iséor dirait, puisqu'ils l'ont étudié, entre 2 et 40 fois dans la mise en œuvre. Du moins, c'est quelque chose qui est d'une puissance incroyable. Et tu me disais là quand on s'était vu que le management socio-économique nécessitait une très très grande attention au temps et que le temps était quelque chose d'extrêmement important. C'est quoi? Parce que tu m'avais expliqué qu'il y avait une fréquence où chacun des managers devait passer un peu de temps tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Comment c'est organisé ça aujourd'hui dans ton... Il y a des logiques de rituels. En fait, nous, l'horizon dans l'entreprise, c'est 6 mois. On construit des plans d'action avec un horizon de 6 mois parce qu'on trouve que c'est un horizon suffisamment long pour pas être dans l'agitation et un horizon suffisamment court pour rester stimulant. Ça passe très vite, 6 mois. On construit un plan d'action et très très rapidement, il y a 2 mois qui sont écoulés, on commence à voir la ligne d'arrivée. Donc on est dans ce rythme de 6 mois qui est très structurant. On construit des plans d'action stratégiques à 3 ans, parce qu'il faut quand même aussi se donner l'horizon un peu plus lointain. Moi, souvent, je leur dis quand on marche, on regarde ses pieds pour pas mettre un pied dans un trou, mais on regarde aussi un peu au loin pour savoir où on va. Donc c'est cette double articulation entre une vision un peu long terme et puis une vision plus court-termiste. Ce processus de construction des plans d'action, il est collectif. Pour moi, la stratégie, elle a une dimension projet, mais elle a aussi une dimension qui est quels sont tous les petits irritants, toutes les problématiques du quotidien qu'on peut traiter. Donc, on fait ce qu'on appelle des mini-diacs tous les 6 mois. Voilà, si on prend le Ninkasi Guillotière, voilà, l'équipe, elle se retrouve autour d'une table
Et qualité de dialogue, l'équipe, les encadrants, du moins les managers du site, vont être dans l'écoute active, stylo, de leur équipe, qui vont dire tout ce qui va pas. Alors généralement, les angles qu'on utilise, c'est effectivement la gestion du temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à la gestion du temps. Hein, la personne qui va dire mais moi j'arrive pas à faire ça, je suis en surcharge. Les conditions de travail, l'organisation du travail, les dispositifs de réunion, la formation, la stratégie. Voilà, et tout le monde est libre d'exprimer ses opinions. Il faut être factuel, il faut être bienveillant. Le management n'a absolument pas le droit de réagir à ce qui se dit. Il a le droit de relancer, d'approfondir, mais pas de réaction, pour créer vraiment les conditions que les sujets sortent. Voilà, et puis une fois que toute cette matière est collectée, une deuxième réunion avec l'équipe, où là les managers reprennent un peu la main. Eux, ils vont apporter des réponses à ce qui a pu être exprimé. Quelqu'un qui va dire, moi j'en ai marre de voir mon manager tous les mois, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Et dans ma vie antérieure, mon manager, je voyais tous les 2 ans dans mon entretien d'évaluation, ça m'allait beaucoup mieux. On va lui dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on fonctionne comme ça, parce que nous, on attache énormément d'importance au fait de se voir, de parler. Donc ça fait partie des choses qu'on ne touchera pas. Par contre, est-ce que il faut améliorer ces entretiens, parce que si tu trouves pas d'utilité, peut-être que il s'y passe pas exactement ce qui devrait s'y passer. Voilà, donc on essaie de leur donner du sens, d'expliquer, de dire oui, là vous avez raison, il y a tel et tel problème, il faut qu'on s'en occupe. Voilà, et finalement dans cette deuxième réunion, on construit avec les équipes les plans d'action. Évidemment, on va aussi y mettre des projets en disant voilà, l'entreprise elle décide de lancer un nouveau whisky. Donc dans ce semestre, il va y avoir un gros sujet autour du lancement de notre nouveau whisky. Donc ce plan d'action, il est concerté, co-construit. Quelque part, symboliquement, toute l'équipe pourrait mettre au terme de ce processus sa signature en disant on est d'accord, la feuille de route, on signe. Voilà, ce processus, ce qu'il a de vertueux, c'est que ce temps qu'on a investi dans sa construction, on le récupère largement dans la mise en œuvre, parce que c'est pas quelque chose qui tombe du siège en disant voilà ce que vous devez faire sur les 6 mois qui viennent. C'est quelque chose qu'ils ont pu s'approprier. Voilà, ça fait partie des rituels qui traduisent la qualité du dialogue, la qualité du management et la qualité des comportements, parce qu'évidemment, dans ces dispositifs-là, il faut apprendre aux gens à se respecter, à s'écouter. On a structurellement souvent ce conflit entre la salle et la cuisine. Donc dans ces réunions-là, ça peut frictionner en disant oui, la cuisine, ils sortent les plats sans tenir compte du travail qu'on a en salle, ou la cuisine qui va dire nous on a des guirlandes de tickets, la salle ils nous respectent pas. Voilà, donc à un moment de dire ouais, très bien, il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors des choses toutes bêtes, c'est vie ma vie, viens voir comment c'est en cuisine, et développer la polyvalence. Parce que quand les gens ils comprennent le travail de l'autre, ils savent un peu mieux ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la situation. Donc voilà, moi je trouve que en fait c'est que du bon sens que je suis en train de vous expliquer. Moi je me souviens d'Henri Saval me dire dans le milieu universitaire, le management socio-économique, il est un peu critiqué parce qu'il a effectivement une dimension très pragmatique. Voilà, dans les universités, on aime bien les belles théories, et plus ça semble compliqué, plus ça semble le fruit de l'intelligence. Mais non, pas du tout. Finalement, c'est compliqué de faire simple. Et le management socio-économique, qui est un ensemble d'outils qui sont chacun pris isolément, peuvent être très simples, comme ce que je viens de vous décrire, ce qu'on appelle nos plans d'action prioritaires. Effectivement, pris tout seul, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est d'articuler un certain nombre d'outils, de principes, et d'en faire un système extrêmement performant. Et comment tu crées les synergies entre tes différents Ninkasi? Parce que j'imagine que les problèmes que vous avez à Gerlin sont peut-être similaires à ceux que vous avez ailleurs. Est-ce que vraiment, en fait, s'ils sont en totale autonomie, ils gèrent leurs problématiques, même si ceux d'à côté ont eu la même problématique 6 mois avant et ont déjà trouvé des solutions, tu les laisses réfléchir aux solutions qui leur conviennent parfaitement à eux,
Ou est-ce qu'il y a aussi des réflexions transverses? Alors, il y a ce que je vous ai pas expliqué, c'est que je vais avoir donc chaque établissement qui vont faire leur mini-diag, mais après, la responsable des établissements va faire son mini-diag, ce qui va lui permettre de collecter les dysfonctionnements et parfois de s'apercevoir que la même problématique ressort dans tous les établissements. Et là, sur ces sujets-là, elle va se saisir, elle, de la problématique en disant il faut pas qu'il soit traité localement, il faut qu'on le traite globalement. Et puis la directrice réseau, elle va être dans mon équipe. Et moi, je vais faire le mini-diag avec mes collaborateurs. Et en fait, eux vont me remonter ce qu'ils estiment nécessaire de remonter au niveau, à mon niveau. Et moi, je vais bâtir un plan d'action stratégique qui va être plus global, mais qui se sera nourri de ces remontées du terrain. Et mon plan d'action stratégique va redescendre. Donc, il y a un système, un processus itératif qui part des équipes, qui remonte jusqu'à moi, qui redescend jusqu'aux équipes et qui remonte. C'est-à-dire que moi, quand je vais construire mon plan d'action, il va irriguer les plans d'action qui vont se construire. Mais comme il va y avoir en fait ce processus de concertation, moi, je vais venir boucler la boucle quand chacun aura finalisé ses plans d'action pour m'assurer de la bonne coordination, synchronisation entre tous ces plans. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est très vertueux parce que ça permet finalement de faire quelque chose qui à mon avis le cœur de la performance dans les organisations, c'est la décentralisation synchronisée. C'est-à-dire que moi, je veux que les établissements aient un niveau d'autonomie et de responsabilité qui soit optimum. Mais effectivement, je veux pas que ce qui se passe au Ninkasi Saint-Paul soit à l'opposé de ce qui se passe. Donc, il y a un gros enjeu de synchronisation, de coordination, mais qui peut se réaliser par ce processus. Donc, chaque établissement va sentir un niveau d'autonomie important, va se sentir en capacité de prendre des décisions, mais tout ça va être très bien articulé avec l'ensemble. Là, tu parles beaucoup de tes collaborateurs. Comment est-ce que toi, tu progresses en tant que dirigeant? Comment tout ça est venu, en fait? Tu nous as pas mal parlé de Henri Saval. Comment est-ce que toi, tu te développes? Eh ben, en fait, je me suis souvent rendu compte que quand l'entreprise était confrontée à des problèmes profonds, que j'en étais la racine, en fait, ça m'a vraiment amené à être de plus en plus dans une démarche introspective et puis à améliorer la connaissance de moi-même, de mes limites, de ce que j'étais capable d'apporter, de ce que je n'étais pas capable d'apporter. Voilà, donc ça, je le dois finalement à l'Iséor qui m'a nourri d'échanges, de rencontres. Le fait également de s'ouvrir. Voilà, je fais partie de l'APM où j'apprends autant des gens qui interviennent que des membres de mon club, qui sont d'autres dirigeants. Enfin, je m'attendais absolument pas à ça en participant à ce dispositif. J'adore sur des concepts, voir comment ces dirigeants avec qui je suis se les approprient, les critiques et des moments de voir la manière dont ils réagissent en disant je trouve ça génial ou je trouve ça nul, et d'essayer de vraiment comprendre pourquoi ils trouvent ça génial alors que moi je le trouve pas génial, ou pourquoi ils trouvent ça nul alors que je le trouve génial, m'aide beaucoup dans ce processus d'appropriation. Moi, je crois, la théorie des rencontres, aucune rencontre est le fruit du hasard. On s'enrichit des rencontres, de gens. J'aime la différence. J'aime rencontrer des gens qui pensent pas comme moi, qui vont m'ouvrir sur des univers qui sont pas les miens. Je suis quelqu'un de curieux. J'ai besoin de me remettre en cause. J'ai besoin de ne pas avoir de certitude. Et tout ça, ça me fait grandir. Voilà, moi j'adore vraiment les gens avec qui je travaille. Moi, je leur ai dit pendant cette crise que j'avais mesuré à quel point j'avais de la chance de travailler avec eux, et que finalement, ce qui avait le plus de valeur dans l'entreprise, c'était eux. En disant, vous savez, si ça s'écroule, on sera capable de tout reconstruire, parce que c'est nous la richesse, c'est nous qui sommes aujourd'hui la richesse de ce projet-là, quoi. Et de dire, en fait, j'ai pas peur de cette crise. On
on est capable de construire des cathédrales et si on devait tout reconstruire, ce serait à nouveau une belle aventure à vivre ensemble. Voilà. Et moi, je trouve que c'est le sens de la vie. On a lancé là, on appelait ça Ninkasi Stories, des contenus. On veut éclairer de belles choses et on a notre petit slogan, c'est des belles rencontres naissent des belles histoires. Pour moi, c'est le sens de la vie. Si aujourd'hui je suis un entrepreneur, c'est parce que j'ai envie de faire de belles rencontres et d'écrire de manière collective de belles histoires qui donnent un sens à notre vie. C'est vraiment pour moi le moteur de cette envie d'entreprendre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette démarche collective, c'est un peu cette image du vortex, c'est que finalement vous créez une dynamique et les rêves deviennent des rêves collectifs. Moi, je ne suis plus le moteur du Ninkasi. Il y a plein de projets, plein d'idées qui ne sont pas les miennes. En fait, on se fiche de savoir d'où elles viennent, ces idées. Elles sont venues. Il y a quelqu'un qui à un moment a mis une petite graine et puis on se l'est approprié d'une manière collective et ça a généré de belles histoires. Et en fait, il faut aujourd'hui être extrêmement poreux avec son écosystème parce que très souvent, ces belles idées, ces rêves, ils viennent même pas du Ninkasi. Ils viennent de notre environnement. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'une petite entreprise peut être très forte. On en donnait l'exemple sur notre programmation. Aujourd'hui, c'est 6 personnes qui s'occupent de la programmation musicale au Ninkasi. C'est 1700 événements par an organisés quand il n'y a pas la crise Covid. On a recruté un directeur de scène de musique actuelle il y a quelques années et il a regardé ce qu'on faisait, il a regardé l'équipe, il a dit c'est pas possible, vous pouvez pas faire tout ça en étant aussi peu nombreux. Il me dit moi dans ma SMAC j'ai 30 personnes et on fait une grosse centaine d'événements par an. Donc je lui dis je vois pas comment vous pouvez y arriver. Tu peux nous redonner juste les chiffres parce qu'on les a pas là pour qu'on se rende compte de la taille du Ninkasi pour ceux qui connaissent pas. Le Ninkasi aujourd'hui c'est 260 personnes sur nos établissements propres et sur la fabrique de bière et l'activité musicale. Sur l'activité musique, c'est une petite équipe de 6 qui gère l'activité. On a recours à des intermittents pour organiser les spectacles, mais on a surtout un énorme écosystème d'acteurs du secteur des musiques actuelles, des associations, des petites SARL, des tourneurs, des producteurs. Et c'est qu'on travaille de manière extrêmement étroite avec ces gens-là, et c'est ça qui donne notre capacité de faire énormément de choses. Et c'est ça aussi qui nous donne notre possibilité d'être créatif. Et moi, j'ai trouvé la crise Covid extrêmement utile pour faire progresser cette idée de l'écosystème. Aujourd'hui, on a tous bien compris que pour traverser des épreuves comme celle qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore un petit peu, il faut travailler en écosystème. La résilience d'un modèle écosystémique, elle est extrêmement forte. Et je dirais même, ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que le bon modèle d'entreprise performante, socialement responsable, c'est la petite entreprise organisée en écosystème qui irrigue et vivifie son territoire. Et on en parlait. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ce concept de multinationale à 100 000, 200 000 collaborateurs, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Ça n'est au service de rien, du moins. Comment, dans une organisation, je peux créer les conditions de mon épanouissement quand il y a 100 000, 200 000 et quand la décision se prend à des centaines de milliers de kilomètres de moi et que finalement, je ne sais plus quelle est ma contribution dans cet énorme système. L'être humain, je crois que ça a été des anthropologues, des sociologues l'ont défini. On a une capacité à interagir. Il y en a qui disent 200, il y en a qui disent 300 personnes. Voilà, c'est ça notre capacité. Donc moi, j'aime beaucoup cette image de la cellule, c'est-à-dire qu'une organisation humaine, elle va grossir et puis à une certaine taille, très naturellement, elle va se dissocier pour donner naissance à 2 structures.
Évidemment, il va falloir que ces deux structures apprennent à travailler ensemble. C'est ces enjeux un peu de synchronisation, de coordination. Mais il faut que ces deux structures soient des structures de plein exercice, autonomes, en capacité de prendre leurs décisions. Et finalement, aujourd'hui, dans ces écosystèmes ou dans les organisations humaines, je pense que le rôle de chef d'orchestre devient extrêmement important. Moi, j'aime bien aussi l'idée de metteur en scène, c'est-à-dire que on est là pour faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble. Quelque part, il faut laisser. Moi, j'ai appris à faire ça. Hein, ça a été un des apprentissages qu'il a fallu que je sache faire, c'est de descendre de la scène pour laisser la place, apprendre à déléguer et apprendre finalement à mettre ses collaborateurs en lumière et en situation de réussite. Et ça n'a pas été si facile que ça, parce que souvent dans nos métiers, moi je prends énormément de plaisir à fabriquer de la bière, je prends énormément de plaisir à faire, et des moments il faut se faire violence pour dire non, il faut que j'arrête de faire, parce que il y en a qui ont envie de prendre la place, il faut que je leur laisse. Et en fait, je n'avais pas mesuré à cette époque le plaisir que je pourrais prendre à orchestrer ou à voir mes collaborateurs grandir, ou à voir mes collaborateurs en réussite. Le sens profond qu'on y trouve, je l'avais totalement sous-estimé. Et aujourd'hui, je suis absolument pas malheureux, je suis même très épanoui dans ce que je fais. Qu'est-ce qui t'a amené à les connecter justement là-dessus, de descendre de la scène pour laisser d'autres personnes monter? Parce que c'est un peu des paliers que tu as dans ta vie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te rends compte que là, ça progresse plus. Et c'est des gens comme Henri Saval qui me disent « Non mais Christophe, vous êtes tellement bon que vous êtes sur la scène. Quand vous êtes sur la scène, il me dit vos équipes, ils vous regardent. Ils n'ont pas envie de monter. Et puis vous faites bien les choses. Du moins, pourquoi ils feraient l'effort de venir sur la scène? Donc de dire oui, mais en fait, si je prends la bière, aujourd'hui, j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi pour fabriquer la bière. En fait, des moments, il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher, pas parce qu'on les fait mieux que les autres, mais parce qu'on y prend du plaisir. Voilà, donc c'est une discussion que je peux avoir avec des managers qui me disent alors Christophe, tu nous dis qu'il faut former, transmettre tout ce qu'on sait faire sans compter, et pas avoir peur que la personne dont je m'occupe demain soit meilleure que moi. Ils me disent ça me pose quand même un problème, parce que finalement, si elle est meilleure que moi, elle va prendre ma place. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire dans le projet, quelle va devenir ma place, et de leur dire mais est-ce que tu te rends pas compte que si demain tu es capable, toi qui es déjà quelqu'un d'extrêmement performant, de me faire, je prends Cédric, je dis plein de petits Cédric, que finalement tu vas devenir une personne de très grande valeur, parce que notre entreprise, elle grandit. Et moi, j'ai besoin de plein de petits Cédric. Donc, demain, tu vas pas t'affaiblir dans l'organisation, tu vas te renforcer, parce que finalement, est-ce que c'est pas ça la compétence ultime, cette capacité à transmettre et finalement à donner à l'entreprise des ressources pour développer son projet? Donc, tu dois pas craindre demain d'être remplacé. Au contraire, tu vas renforcer ta légitimité dans l'entreprise, parce que tu vas devenir quelqu'un d'une très grande valeur. Moi, je pense, les projets, c'est la vie. Aujourd'hui, le sujet sur lequel on pourrait être critiqué, c'est de dire Ninkasi, vous développez, c'est bien, mais est-ce que vous êtes dans cette course à la croissance, la croissance à tout prix? Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'on ait un modèle qui soit vertueux, c'est-à-dire l'entreprise contributive, l'entreprise à impact, l'entreprise qui a des externalités positives, c'est-à-dire qu'on doit apporter la preuve que notre modèle de croissance, il est bénéfique. La raison d'être de l'entreprise, elle est bénéfique. Si on est dans ce modèle-là, il n'y a pas de problème avec la croissance. Et si l'entreprise est un espace qui permet aux gens de se réaliser, de grandir, on va être capable de développer des projets qui seront bénéfiques pour l'interne, pour les équipes, mais aussi bénéfiques pour l'écosystème, parce qu'on va vivifier le territoire, on va apporter des solutions à des problématiques. Du moins, on parle des enjeux climatiques, mais il y a aussi énormément d'enjeux sociaux. Du moins, aujourd'hui, il faut qu'on construise une société dans laquelle les gens trouvent leur place, s'épanouissent.
Moi, je vous parlais d'entreprises socialement responsables, mais il faut aussi que les collaborateurs qu'on a dans l'entreprise soient des citoyens socialement responsables. C'est important que l'entreprise soit un lieu de formation où je peux grandir, où je peux trouver du sens, me nourrir. Voilà, et aujourd'hui, je suis très attaché à ce que on soit en capacité de remettre en cause notre modèle. Alors moi, je leur dis, rien n'est tabou. De toute façon, il y a rien qui est gravé dans le marbre, Ninkasi. Les règles de la maison, on peut les faire bouger. Le modèle économique, on peut le faire bouger. Alors là, il y a un gros sujet qui est de dire, voilà, depuis 1997, le produit phare de nos établissements, c'est le burger. Voilà, il y a un vrai sujet qui est de dire, voilà, la viande aujourd'hui, ça a quand même des impacts qui sont extrêmement importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut qu'on se dise dans quelques années il faut plus qu'il y ait de burgers ? Est-ce que voilà, on développe le végétal en disant il faut qu'on ait une proportion de burgers végétal qui soit de plus en plus important. Il faut qu'on soit donc capable d'apporter des substituts à la viande qui soient qualitatifs et qui procurent du plaisir. Mais on peut aussi se poser la question d'être sur une filière viande qui soit plus vertueuse avec de l'élevage en prairie. Voilà. Il y a plein de sujets qui s'ouvrent à nous, sur lesquels on peut être créatif et on peut être inventif pour essayer de faire en sorte que le modèle qu'on développe soit vertueux sans. Moi, je tiens beaucoup aussi au fait de dire on va expérimenter, on va peut-être des moments prendre un chemin qui sera pas le bon. Donc il faut qu'on reste humble, il faut pas qu'on soit donneur de leçons. Ce qu'on fait, c'est notre histoire, c'est notre cheminement. Ça peut être inspirant, mais on va pas l'instituer comme un modèle en disant voilà ce qu'on fait, c'est la voie qu'il faut suivre et ceux qui ne sont pas dans cette voie-là, ils sont dans l'erreur. Voilà, restons humbles, cheminons en ayant conscience qu'on va parfois se tromper. Il faut avoir cette culture de l'évaluation en permanence, Ça rejoint le sujet de la transparence. Si on évalue. Il faut qu'on mette de la lumière. Voilà, et cette lumière-là, évidemment, on la met en interne parce que c'est ça qui nous permet de piloter, de s'améliorer dans la démarche d'apprentissage heuristique. Mais c'est aussi important cette transparence de l'avoir vis-à-vis de l'extérieur, de l'écosystème, vis-à-vis de nos clients, parce que on a de belles promesses quand on dit aujourd'hui le Ninkasi c'est des lieux de vie, c'est des lieux dans lesquels se crée le lien social, on défend la diversité culturelle. Il faut qu'on soit en capacité d'apporter la preuve que entre le discours et ce qu'on fait réellement, les écarts sont faibles. Alors moi, je parle de congruence. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Alors pour moi, c'est quelque chose qu'on doit appliquer en permanence. Et aujourd'hui, en fait, ça rejoint. Moi, j'ai une phrase d'Henri Saval que j'aime beaucoup. De dire finalement le management socio-économique, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de respect, et tout ça crée les conditions de la douceur de vivre. Voilà, donc il faut être dans cette exigence bienveillante, dans cette rigueur, dans ce respect, pour créer quelque chose de solide. Souvent, les gens se disent, Ninkasi, ça doit être hyper cool d'y bosser, parce que quand je vais dans un Ninkasi, c'est hyper cool. C'est beaucoup de boulot. Quelqu'un qui va venir au Ninkasi, là, j'ai quelqu'un qui est arrivé, il m'a dit, j'ai pris un TGV dans la figure. Oui, ce que je vous expliquais, ces rythmes, ces rituels, ces outils, cette culture, je pense qu'il faut au moins 18 mois pour se l'approprier. Pour rentrer, pour comprendre. Après, quand on s'est intégré, on s'est approprié, finalement, la conduite du changement, la qualité de dialogue, la qualité du management, ça devient une respiration agréable. Mais en fait, il faut la prendre, cette respiration, et ça se fait pas en claquant des doigts. C'est quand même un processus d'appropriation qui est lourd, je le reconnais. Et ça aussi, c'est ce qui permet de dire, est-ce que le Ninkasi c'est fait pour toi ou pas? Voilà, alors prends pas ta décision tout de suite, chemine un peu avec nous. Et puis, à un moment ou à un autre, tu te diras... Alors nous, on tient beaucoup à ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive au Ninkasi, on fait ce qu'on appelle une CEP au bout de 2-3 mois.
C'est-à-dire, c'est feedback is a gift, hein, c'est-à-dire que tous les gens avec qui il travaille vont lui faire un retour bienveillant. Ben voilà, nous, ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins bien, les points sur lesquels il faudrait que tu travailles. Mais la personne, on lui demande évidemment de nous faire de même. C'est-à-dire, on appelle ça un rapport d'étonnement. Hein. Mais voilà, il a un œil neuf et quel regard critique, bienveillant il porte sur l'entreprise. Et d'être dans ce rapport d'exigence bienveillant réciproque qui permet de se dire, est-ce qu'on est fait pour bosser ensemble ? À un moment, c'est pas un drame si au bout de 3 mois, on se dit, Ninkasi n'est pas capable d'apporter les conditions de ton épanouissement, ou une personne qui va nous dire, moi je me, ou de dire à une personne, t'es peut-être pas la personne qui va réussir chez nous, ou dans les interactions qui se passent, voilà, c'est pas fluide, voilà, t'es quelqu'un qui apprécie pas la lumière, t'es quelqu'un qui travaille plutôt en solitaire. Voilà, on le dramatise pas, du moins. C'est des organisations humaines. Il faut que la mayonnaise prenne, et quand la mayonnaise ne prend pas, ça sert à rien de chercher un fautif. C'est l'organisation qui n'est pas capable de faire une place, ou c'est la personne qui est pas capable de se faire une place. Du moins, c'est un double mouvement. Ouais. Tu parles de douceur de vivre. Ça fait quand même un peu plus d'1 an là qu'on a une vie qui est chahutée. Comment ça s'est passé pour vous là avec la période Covid ? Eh ben, en fait, l'équipe a eu ce réflexe de me sortir de l'opérationnel. En fait, quand la crise a débuté, on a été tous dans cette phase de sidération. Et moi, j'ai été assez rapidement dans la recherche de solutions, dans l'action. Et donc, je me suis un peu déphasé par rapport à mon équipe qui restait dans la sidération. Et moi, tout de suite, j'ai dit, il faut qu'on trouve des solutions, faut qu'on maintienne nos établissements ouverts, faut qu'on garde le lien avec les équipes, alors que moi, j'avais des équipes qui étaient en train de dire, mais c'est la catastrophe, on va tous tomber malades, il va y avoir des morts, il faut qu'on s'enferme chez nous. Voilà. Et en fait, j'ai mal géré ce décalage. En fait, moi, ça m'a tout de suite mis en tension. Je leur ai dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas réagir comme ça, arrêtez d'être dans la peur. Être un adulte, c'est dominer sa peur, c'est s'approprier sa peur, mais la dépasser. Aujourd'hui, vous êtes tétanisé, c'est pas normal. Et en fait, je ne leur ai pas laissé le temps de passer cette phase de sidération, en fait, en considérant, parce que moi je l'avais passé, eux, il faudrait qu'ils la passent aussi. Et mon équipe a tout de suite dit, oula, si on laisse les choses comme ça va frictionner avec Christophe. Là, il y a les réunions dans les semaines qui arrivent vont être houleuses, ça va clasher. Et l'équipe m'a dit, écoute Christophe, nous on pense que il faut que tu sortes de l'opérationnel. C'est pas là où tu vas être utile. Tu dis, laisse-nous gérer. Alors pourquoi moi je suis aussi en décalage de phase. Le Ninkasi, c'est 22 ans de ma vie, des sacrifices, c'est mon bébé, j'ai envie qu'il survive. J'ai cet instinct de survie que n'ont pas toutes les personnes de mon équipe. Donc ils m'ont dit, Christophe, tu t'occupes pas du quotidien, on va s'en occuper. Nous, on a besoin de toi pour que tu nous donnes du positif, que tu nous donnes des perspectives, pour que tu nous rassures. C'est là où tu vas être utile. Donc ils se sont mis en première ligne. Je me suis finalement mis un petit peu en retrait. Je me suis à ce moment-là beaucoup nourri, tu vois, la lecture, essayer de revenir sur c'est quoi la raison d'être du Ninkasi, c'est quoi le sens de notre projet. Et finalement, j'ai irrigué les équipes de lecture positive, de leur dire que finalement cette crise, elle nous confortait dans ce qu'on était, dans nos valeurs, que j'étais extrêmement confiant sur le fait que on allait finalement en sortir beaucoup plus fort. Voilà, cette posture, finalement, on a mis énormément d'énergie dans la communication. On produit énormément de contenu, vidéo, des petites prises de parole qu'on diffusait auprès des équipes. On organisait des petits apéros virtuels, voilà. Et finalement, ça a été extrêmement bénéfique.
Aujourd'hui, les équipes nous disent tout ce que vous avez fait, vous allez continuer à le faire. C'est pas parce qu'on va revenir au travail que toute cette communication interne, ces nouveaux rituels qu'on a inventés, vous allez les abandonner. Donc aujourd'hui, la douceur de vivre, c'est renforcé, c'est-à-dire que les gens, les équipes trouvent que le Ninkasi, c'est un endroit où il fait bon vivre, où on est bien. Au point que nous, on a un énorme problème sur le télétravail, c'est que y a très très peu de gens qui veulent avoir recours au télétravail parce qu'ils disent mais nous on est bien quand on est ensemble, on est bien quand on bosse ensemble. Alors le télétravail, on va l'utiliser parce que c'est quelque chose qui amène de la souplesse. Des moments, c'est bien de pouvoir être tranquille chez soi pour bosser sur des sujets qui nécessitent de la concentration. Des moments, c'est utile quand j'ai un enfant qui est malade et que j'ai besoin de rester à la maison. Donc, bien évidemment, ça va être des pratiques qui vont certainement se développer. Mais nous, on a fait un petit sondage. Tout le monde a envie de se retrouver, tout le monde a envie d'être ensemble. Voilà. Donc, je crois que cette douceur de vivre, elle s'est consolidée. Et que moi j'ai eu une équipe qui a eu beaucoup de sagesse en se disant Christophe, on le connaît, dans des situations de crise comme ça va être quelqu'un qui va être trop dans l'énergie, qui va être trop dans et finalement ça va être contre-productif. Donc ils ont su m'indiquer là où j'allais être utile. Voilà, et quelque part, cette place un peu que j'ai pris pendant cette crise Covid, je risque de la garder maintenant que les affaires. Voilà, je suis un peu plus descendu de la scène. Il y en a qui ont pris un peu plus de place et qui sont très bien là où ils sont aujourd'hui. Donc hors de question que je les chasse. Et non, moi, je leur ai dit, hein, cette crise, elle nous a confortés. Hein, on en sort solide. On est affaibli économiquement, hein, parce que évidemment, on a été fermé, on a généré des pertes, on a nos fonds propres qui ont diminué, on a de la dette qui a augmenté. Donc ça, c'est indéniable, c'est des faits. Mais le Ninkasi est beaucoup plus fort qu'avant la crise. Les équipes la cohésion est plus forte. Notre capacité d'innovation est sortie renforcée. Nos valeurs sont sorties renforcées. Notre positionnement, notre écosystème, il y a plein de choses qui sont ressorties plus fort. J'entends une équipe très engagée. Ils ont aussi une part du capital. Aujourd'hui, il y a 13% du capital de l'entreprise qui est détenu par les équipes et le sujet sur lequel on travaille, c'est de l'élargir. Moi, je réfléchis à faire évoluer la gouvernance. Je réfléchis aussi à ce que l'écosystème, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des entreprises de notre écosystème avec qui les relations sont fortes, et de dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas un sens demain à ce que au capital de l'entreprise, il y ait certaines de ces entreprises, et puis de réfléchir aussi à la gouvernance. C'est de se dire demain, dans notre comité stratégique, on pourrait avoir aussi des gens de l'écosystème qui comprendraient mieux ce qu'est le Ninkasi, mais qui pourraient aussi venir enrichir les discussions. Voilà, moi, il y a un point aussi qui est important, c'est-à-dire que en fait, la gouvernance, c'est important. Mais je pense pas que ça soit là où soit réellement le pouvoir dans l'entreprise. Il y a un sujet de gouvernance qu'il faut effectivement pas négliger, mais je peux vous assurer que le pouvoir, le vrai pouvoir, il est dans le management, les décisions opérationnelles. Un conseil d'administration qui va prendre une décision, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, le pouvoir, il est dans la mise en œuvre, et je peux vous assurer que le pouvoir, tout le monde en a dans l'entreprise. Moi, j'ai un serveur que je viens de recruter, il a le pouvoir d'être désagréable avec les clients qui rentrent dans notre établissement. Donc, moi, je pense que la gouvernance est un sujet, mais le vrai sujet, c'est la manière dont fonctionnent nos organisations. Donc, le vrai sujet, c'est la qualité du dialogue, la qualité du management et la qualité des comportements. Alors, c'est vrai que moi, j'ai des gens qui sont très investis, qui apportent des idées, et je trouve ça normal qu'ils puissent dire, mais moi, j'ai envie d'avoir une partie du capital, parce que c'est aussi une façon d'avoir un retour sur ma contribution à la performance et au développement de l'entreprise. Donc là, voilà, on a un chantier qui est ouvert. Moi, j'aimerais
qui ait beaucoup plus de collaborateurs qui puissent y accéder au capital. Voilà, je me pose aussi un peu la question de la pérennité de l'entreprise. Finalement, moi, j'ai envie que ce projet, il me survive et qu'il continue. Donc, va se poser la question des parts que je détiens. Voilà, de se dire à un moment, est-ce que un sujet comme une fondation d'actionnaires, ça peut pas être un sujet auquel on réfléchit, le statut d'entreprise à mission, voilà, le fait de la gouvernance, de dire à un moment, si les gens qui travaillent dans l'entreprise ont un poids significatif, est-ce que c'est pas aussi une garantie de la pérennité si tout ce qu'on a construit finalement crée une dynamique qui devient autonome, hein. Voilà, moi je trouve que c'est des sujets qui s'ouvrent, qui sont passionnants. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise est un monde où beaucoup de choses s'expérimentent. Et dans ce monde en pleine transformation, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de nouvelles façons de faire qui vont émerger. Moi, je crois à la diversité. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y aura pas un modèle, il y aura des modèles qui pourront s'hybrider, donc ça va faire des multitudes de modèles, et c'est comme ça que je pense qu'on pourra construire, inventer une société plus harmonieuse que celle qu'on a aujourd'hui. Bon, génial. Les prochaines étapes, tu viens de nous donner l'entreprise à mission et certains sujets auxquels vous réfléchissez. C'est quoi pour toi les prochaines étapes après la réouverture? Déjà, la réouverture, j'imagine. Est-ce qu'il y a des grands sujets que vous voulez traiter? En fait, on a ce temps de la crise nous a amené à être dans une démarche introspective sur c'est quoi le sens de notre projet, c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi finalement les engagements que peut prendre l'entreprise sur lequel on a vraiment des impacts significatifs, comment on peut aller plus loin dans la transparence en interne et en externe. En fait, il y a eu un travail de fond qui a démarré et qui est très structurant. Et finalement, aujourd'hui, je veux que le Ninkasi soit porteur d'un projet qui soit réellement contributif, avec des externalités qui soient positives. Moi, je parle de stratégie d'impact. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'avoir la stratégie de l'entreprise et en parallèle qui coexiste une démarche RSE. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de franchir. On fait un tout cohérent. On parle de stratégie d'impact, qui est effectivement le développement de notre projet, mais également des engagements forts avec des impacts qui soient mesurables pour construire vraiment un modèle durable. Moi, j'ai fait le choix d'adhérer au MEDEF. On m'a dit, mais Christophe, t'es fou. Tu vois, si t'es estampillé MEDEF, tu vas avoir une image qui va se détériorer. Voilà. Je dis, mais écoutez, aujourd'hui, soyons lucides. Le MEDEF, il parle au nom de tous les chefs d'entreprise. Moi, quand je les entends parler, j'ai l'impression qu'ils parlent pour moi, alors que parfois, et même bien souvent, je suis pas d'accord avec ce que j'entends. Donc, à un moment, si je veux que le message que porte le MEDEF soit un peu différent, il faut que j'aille au MEDEF et que je puisse leur dire, moi, j'ai une conception qui est un peu différente. Voilà, et ça, c'est un exemple extrêmement probant. C'est-à-dire que toute cette démarche d'un modèle durable du Ninkasi, actuellement, j'essaye d'évangéliser et de dire il y a la possibilité de questionner nos raisons d'être, nos business models, et c'est pas de l'utopie. Je suis pas un hippie ou un uluberlu. Mon modèle, il est extrêmement performant. C'est de la performance durable. Il est résilient, il est solide. Qu'est-ce que la valeur d'un projet, si ce n'est sa capacité à traverser des crises comme on a aujourd'hui? Donc, à un moment, moi, j'ai l'impression d'être dans le vrai, et je suis prêt à discuter avec vous. Voilà. Alors moi, je dis, si votre raison d'être, elle n'est pas d'avoir des externalités positives, si votre entreprise n'a pas d'externalités positives, elle n'a aucune raison d'exister. Elle doit disparaître pour le bien commun.
Alors aujourd'hui, si votre modèle, c'est de piller, polluer, vous approprier des richesses et de ne créer aucune valeur, pourquoi vous existez, du moins? Ça a aucun sens. Voilà, et j'ai pas peur. C'est de porter ce discours-là. Donc, dans les nouvelles étapes, puisqu'on fait ce travail en interne, c'est aussi de le porter à l'extérieur, évangéliser, convaincre. Alors, pas en étant donneur de leçons, hein, en disant c'est mal, mais en essayant de mettre des petites graines. Hein, c'est travail de paysan. On sème en espérant que ça va provoquer des déclics. Voilà, c'est cet effet d'entraînement. Hein. Aujourd'hui, il y en a, et il y en a eu avant le Ninkasi. Hein. Il y a des gens qui ont ouvert la voie il y a 30 ans, du moins. Henri Saval le dit très bien dans son livre. Le capitalisme socialement responsable, il y a des gens qui ont fait ça il y a 100 ans. Voilà. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, le modèle qui s'est imposé à nous, c'est un capitalisme spéculatif et financier, prédateur. Moi, je veux qu'on fasse émerger un nouveau modèle. Donc, ce travail d'évangélisation, il est important. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est ce que j'allais dire. Avec vous, c'est-à-dire passer du temps, aller témoigner dans les écoles, aller témoigner dans des colloques, pour participer à ce mouvement-là qui pour moi est essentiel. Du moins, vous le disiez quand je suis arrivé. Moi j'ai 2 enfants que j'aime profondément. Quel monde j'ai envie de leur laisser? J'ai envie de leur laisser un monde dans lequel il y aura de l'espoir, des perspectives, de l'optimisme, de l'enthousiasme. J'ai pas envie de leur offrir un monde sombre avec le règne de la peur. C'est le sens de ma vie. Je suis pas un transhumaniste qui a envie de vivre jusqu'à 400 ans. Je pense que la mort est quelque chose d'extrêmement vertueux parce qu'elle nous oblige. Elle nous oblige à laisser aux êtres qu'on aime un bel avenir. Cette notion de transmission, elle fait partie de nous. Elle est le sens profond de notre vie. Alors, je suis un entrepreneur qui a aussi peur de la mort. C'est pour ça que j'entreprends. Parce que j'ai envie de laisser quelque chose. Mais je l'accepte et je la juge. La mort fait partie de la vie. J'aime la vie. J'essaye d'apprendre à aimer la mort parce que finalement c'est les 2 faces d'une même pièce. Je ne peux pas aimer la vie sans aimer la mort. Il faut que je m'approprie, je pense que c'est un peu notre culture, hein. La mort, on la voit comme quelque chose de terrible. Je suis dans ce cheminement pour la voir comme quelque chose de beau. J'ai des lectures parfois où j'admire ces gens qui ont réussi à surmonter cette peur de la mort. J'espère que je vais y arriver. On a une question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi ta définition du leader? Le leader, c'est quelqu'un, du moins, je reprendrai ma décision du manager. C'est quelqu'un qui est exemplaire. C'est quelqu'un qui donne du sens. C'est quelqu'un qui fait grandir. C'est quelqu'un qui met de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire qui va intervenir pour résoudre les problèmes de frottement, de conflit. C'est quelqu'un qu'on est heureux de voir. Moi, j'espère que c'est vraiment le cas avec mon équipe, qui sont profondément sincères quand ils me voient et qui me disent qu'ils sont contents de me voir. Moi, je le vois parce que ces entretiens là que j'ai tous les mois, quand je suis obligé de le déplacer, des moments je le déplace, donc ça se rapproche du suivant, et des moments je dis est-ce que finalement on le maintient? Et il me dit non Christophe, on le fait. Hein. Donc je me dis c'est que c'est utile, c'est qu'ils en ont besoin. Donc c'est ça le leader. Il faut avoir vraiment le sens de son utilité, de la contribution qu'on peut avoir. Alors bien s'occuper de son équipe et avoir une petite équipe. Finalement, c'est les logiques de rouage. Hein, c'est
Moi, j'ai une petite équipe qui ont eux-mêmes une petite équipe qui ont eux-mêmes une petite équipe. Et puis, quand tout ça c'est bien huilé et que ça fonctionne, ça donne cette capacité à construire des cathédrales. Voilà. Le leader, c'est aussi celui qui va. Non, c'est le chef d'orchestre qui s'assure que tout ça fonctionne bien et qui aussi sait un moment venir un horloger. Voilà, faire des ajustements dans les rouages, à un moment de se dire tiens, toi, tu serais peut-être mieux à cet endroit. Voilà, parce que aujourd'hui, je perçois un peu mieux tes talents. J'aime beaucoup aussi l'image du pépiniériste. Le leader, c'est une image que je donne, mais bien sûr qui m'est inspirée de Henri Saval. Là où il est passé, c'est mieux qu'avant. Il a les mauvaises herbes, les dysfonctionnements, les problèmes, voilà, ça pousse en permanence. Mais j'ai transformé mon environnement avec soin, en gardant la coopération des gens avec qui je travaille, avec mon écosystème, et j'ai embelli. Donc j'aime bien cette image du pépiniériste qui prend soin, qui est enraciné dans la terre. On en parlait, hein, le lien qu'on a à la nature, le lien qu'on a à notre écosystème. On en prend soin. On prend soin de ses collaborateurs, on prend soin de son environnement, on prend soin de la nature. Comment est-il possible d'imaginer un modèle durable où on s'approprie les ressources au point qu'elles vont disparaître, au point de détruire les écosystèmes? Quand on voit les centaines de millions d'années qu'il a été nécessaire pour qu'il y ait des choses merveilleuses qui existent et qu'on les détruit, alors qu'on a tellement à apprendre de ce processus de transformation. Alors c'est des prises de conscience personnelles qui sont assez récentes, hein, mais parce que c'est des sujets auxquels on est confronté et qu'on a des gens qui le disent depuis bien longtemps et qu'on n'a pas su l'écouler. Du moins, moi, l'écouter, je trouve dans le cheminement du Ninkasi qu'on a eu des intuitions, hein, les circuits courts, mais la dimension environnementale et les enjeux et l'urgence des enjeux, c'est quelque chose sur lequel on est venu un petit peu sur le tard. Actuellement, on est en train de faire notre bilan carbone. 2021, Ninkasi fait son bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Voilà. On aurait pu le faire plus tôt. Aujourd'hui, l'éco-conception, la réflexion qu'on a sur la consigne, qui est de se dire, mais finalement, ça n'a aucun sens d'acheter des bouteilles neuves, de remplir ces bouteilles, et puis après d'avoir ces bouteilles qui terminent dans des containers, qui sont à nouveau fondus. Le modèle, il a aucun sens. Le modèle de la consigne, il existait il y a 60-70 ans, et il était extrêmement vertueux. Voilà, il faut le reconstruire. Alors ça va prendre peut-être 10 ans, mais c'est un magnifique projet, et puis c'est un projet qu'on peut pas mener seul. Ninkasi peut pas recréer à l'échelle de la France la consigne. Ça va être un écosystème. Est-ce que les brasseries françaises sont capables de se mettre d'accord sur un modèle de bouteille qu'elles utiliseraient tous? Est-ce que les brasseries françaises sont capables, chacune sur leur territoire, de créer des unités de lavage des bouteilles qui fera que demain, quand une bière Ninkasi sera bue à Brest, elle sera nettoyée à Brest et servira à une brasserie de Brest pour embouteiller? Moi, des projets comme ça, en tant qu'entrepreneur, ça me fait rêver. Et de me dire si, quand je vais prendre ma retraite, dans 20 ans, on a réussi à faire ça, bah oui, je pourrais dire à mes enfants, regardez, à un moment, on a été stupide, on s'est éloigné de bonnes pratiques, mais à un moment, on s'est dit stop. Et voyez, on est revenu, on l'a refait. Voilà, et à vous maintenant de continuer à développer de beaux projets qui sont des projets entrepreneuriaux, mais qui se soucient de la préservation de la planète et du bien commun. Parce que vous voyez, tous ces petits lieux de collecte, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de vie, c'est des emplois, c'est plein de belles choses. Bon, génial. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Ouais, je crois que tu fais vraiment partie des gens qui font.
Tu vois, et on a à cœur avec Tipping Point de donner la parole à ceux qui font, qui montrent que concrètement on peut changer les choses, qu'on peut construire des entreprises un peu différentes, avec des outils, avec de l'aide, avec des modèles différents, mais en tout cas que ça fonctionne, et au-delà de juste de fonctionner, c'est performant comme tu l'as dit. Donc je crois que c'est vraiment encourageant, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.